Oral de français, baccalauréat littéraire. Antiquité. 1. Platon. Apologie de Socrate. Criton, Phédon. XVIIe siècle. 2. Descartes. Les méditations métaphysiques. Seconde méditation. 3. Molière. Don Juan. Acte 4, scène 7. 4. Racine. Bérénice. Acte 4, scène 5. 5. Racine. Phèdre. 6. Madame de Lafayette. La princesse de Clèves. Le renoncement définitif. 18e siècle. Sade. Justine ou les infortunes de la vertu. 9. Montesquieu. Les lettres persanes. Comment peut être persan? 10. Voltaire. Le siècle de Louis XIV. 11. Diderot. Salon de 1761. 12. Rousseau. Discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes. Naissance de la propriété. 13. L'Assemblée nationale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 19e. 14. Balzac, le père Glorieux. La pension Vauquer. 15. Balzac. Le lys dans la vallée. 16. Stendhal. Le rouge et le noir. Julien tire sur Madame de Rênal. 17. Baudelaire. L'Albatros. 18. Flaubert. Madame Bovary. Une jeune fille romanesque. 19. Zola, la débâcle. 20. Verlaine, les loups. 21. Hugo, Hernani. Acte 3, scène 7. Anouilh. 20e. 22. Malraux, l'espoir. 23. Robe grillée, le nouveau roman. 24. Sartre, les mots, MOTS. 25. Tournier, vendredi ou les limbes du Pacifique, l'explosion. 26. Duras, moderato cantabile. 27. Duras, l'après-midi de Monsieur Andesmas. Et enfin, 28. Bruna Marco, les chevaux. Jean-Paul Sartre, les mots, MOTS. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il y avait partout. Défense était faite de les épousseter sur une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que déjà je les révérais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhir. Je sentais que la prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes. Je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, antiques, qui m'avaient vu naître, qui me verraient mourir, et dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière, mais je ne savais trop que faire, et j'assistais chaque jour à des cérémonies dont le sens m'échappait.
mon grand-père, si maladroit d'habitude, que ma mère lui boutonnait ses gants, maniait ses objets culturels avec une dextérité d'officiant. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, faire le tour de sa table, traverser la pièce en deux enjambées, prendre un volume sans hésiter, sans se donner le temps de choisir, le feuilleter en regagnant son fauteuil, par un mouvement combiné du pouce et de l'index, puis à peine assis, l'ouvrir d'un coup sec, à la bonne page, en le faisant craquer comme un soulier. Quelquefois je m'approchais pour observer ces boîtes, qui se fendaient comme des huîtres, et je découvrais la nudité de leur organe intérieur, des feuilles blêmes et moisies, légèrement boursouflées, couvertes de vénules noires, qui buvaient l'encre et sentaient le champignon. Dans la chambre de ma grand-mère, les livres étaient couchés. Elle les empruntait à un cabinet de lecture, et je n'en ai jamais vu plus de 2 à la fois. Ces colifichets me faisaient penser à des confiseries du Nouvel An, parce que leurs feuillets souples et miroitants semblaient découpés dans du papier glacé. Vifs, blancs, presque neufs, ils servaient de prétexte à des mystères légers. Chaque vendredi, ma grand-mère s'habillait pour sortir et disait « Je vais les rendre ». Au retour, après avoir ôté son chapeau noir et sa voilette, elle les tirait de son manchon. Je me demandais, mystifié, sont-ce les mêmes? Elle les couvait soigneusement, puis après avoir choisi l'un d'eux, s'installait près de la fenêtre, dans sa bergère à oreillettes, chaussait ses bicycles, soupirait de bonheur et de lassitude, baissait les paupières avec un fin sourire voluptueux que j'ai retrouvé depuis sur les lèvres de la Joconde. Ma mère se taisait, m'invitait à me taire. Je pensais à la messe, à la mort, au sommeil. Je m'emplissais d'un silence sacré. De temps en temps, Louise avait un petit rire. Elle appelait sa fille, pointait du doigt sur une ligne, et les 2 femmes échangeaient un regard complice. Pourtant, je n'aimais pas ces brochures trop distinguées. C'étaient des intruses, et mon grand-père ne cachait pas qu'elles faisaient l'objet d'un culte mineur exclusivement féminin. Michel Tournier, vendredi, l'hymne du Pacifique. Puis le vieil homme protestait, s'accrochait à son œuvre, supputait les prochaines récoltes, projetait vaguement des plantations de bois précieux, d'hévéa ou de coton, dessinait les plans d'un moulin qui capterait l'énergie d'un torrent. Mais jamais plus il ne retourna à la combe rose. Vendredi ne se posait aucun problème de ce genre. Il avait découvert le baril à tabac et il fumait la longue pipe de Van Dessé en cachette de son maître. La punition, s'il était découvert, serait sans doute exemplaire, car la provision de tabac touchait à sa fin. Et Robinson ne s'accordait plus désormais qu'une pipe tous les 2 mois. C'était une fête pour lui à laquelle il songeait à l'avance, et il retombait le moment où il devait renoncer définitivement à ce plaisir. Ce jour-là, il était descendu inspecter les lignes de fond qu'il avait posées la veille par marée basse et qui devaient être tout juste découvertes par le jusant. Vendredi, mit le barillet à tabac sous son bras et alla s'installer dans la grotte. Tout son plaisir était perdu quand il fumait en plein air, mais il savait que s'il avait fumé dans l'une des maisons, l'odeur l'aurait immanquablement trahi. Robinson pouvait fumer n'importe où. Pour lui,
seul comptait le fourneau brûlant et vivant, grésillant et culotté. C'était l'enveloppe terrestre d'un petit soleil souterrain, une manière de volcan portatif et domestiqué qui rougeoyait paisiblement sous la cendre à la pelle de sa bouche. Dans cette cornue en miniature, le tabac recuit, calciné, sublimé, se transformait en résine, goudron et sirop bitumeux dont l'âme venait lui piquer agréablement à la narine. C'était la chambre nuptiale possédée, enfermée dans le creux de sa main, de la terre et du soleil. Pour vendredi, au contraire, toute l'opération ne se justifiait que par la fumée libérée en volute, et le moindre vent ou courant d'air rompait le charme irrémédiablement. Il lui fallait une atmosphère absolument calme, et rien ne convenait mieux à ces jeux éoliens que l'air dormant de la grotte. À une vingtaine de pas de l'entrée de la grotte, il s'est construit une manière de chaise longue avec des sacs et des tonneaux. À demi renversé en arrière, il tire profondément sur le bec de la corde de la pipe. Puis ses lèvres laissent filtrer un filet de fumée qui se divise en deux et se glisse sans aucune perte dans ses narines. La fumée accomplit alors sa fonction majeure. Elle meuble et sensibilise ses poumons. Elle rend conscient et comme lumineux cet espace caché dans sa poitrine et qui est ce qu'il y a en lui de plus aérien et de plus spirituel. Enfin, il expulse doucement le nuage bleu qui l'habitait. À contre-jour, devant l'ouverture éclairée de la grotte, la fumée déploie une pieuvre mouvante, pleine d'arabesques et de longs tourbillons qui grandit, monte et devient de plus en plus ténu. Vendredi rêve de longues minutes et s'apprête à tirer une nouvelle bouffée de sa pipe, quand l'écho lointain de cris et d'aboiements parvient jusqu'à lui. Robinson est revenu plus tôt que prévu. Et il appelle d'une voix qui ne présage rien de bon. T'aimes, Jappe. Un claquement retentit, la chicote. La voix devient plus proche et plus impérieuse. Dans le cadre clair de l'entrée de la grotte se découpe la silhouette noire de Robinson, poing sur les hanches, jambes écartées, paraphé par la lanière du fouet. Vendredi se lève. Que faire de la pipe? Il la jette de toutes ses forces dans le fond de la grotte. Puis, il marche bravement vers le châtiment. Robinson a dû découvrir la disparition du barillet, car il écume de fureur. Il lève la chicote. C'est alors que les 40 tonneaux de poudre noire parlent en même temps. Un torrent de flammes rouges jaillit de la grotte. Dans la dernière lueur de la conscience, Robinson se sent soulevé, emporté, tandis qu'il voit le chaos rocheux qui surmonte la grotte culbutée comme un jeu de construction. Marguerite Duras, Moderato cantabile. Sans doute, dit Chauvin, surtout des hommes, dans ce couloir ou de votre jardin ou de votre chambre, vous les regardez souvent. Anne Desbaredes se pencha et lui dit enfin « Je crois en effet que je les ai souvent regardés, soit du couloir, soit de ma chambre, lorsque certains soirs je ne sais quoi faire de moi. » Chauvin proféra un mot à voix basse. Le regard d'Anne Desbaredes s'évanouit lentement sous l'insulte. Somilla. Continuez. En dehors de ces passages, les journées sont à heure fixe. Je ne peux pas continuer. Nous n'avons très peu de temps devant nous. Continuez. Les repas toujours reviennent. Et les soirs, un jour, j'ai eu l'idée de ces leçons de piano. Ils finirent leur vin. Chauvin en commanda d'autres. Le nombre des hommes au comptoir diminua encore.
Anne Desbardes but de nouveau, comme une assoiffée. Déjà 7 heures, prévint la patronne. Il n'entendirent pas. Il fit nuit. 4 hommes entrèrent dans la salle du fond, ceux-là décidés à perdre leur temps. La radio informa le monde du temps qu'il ferait le lendemain. J'ai eu l'idée de ces leçons de piano, je vous disais, à l'autre bout de la ville, pour mon amour, et maintenant je ne peux plus les éviter. Comme c'est difficile, voyez, 7 heures déjà. Vous allez arriver plus tard que d'habitude dans cette maison. Vous y arriverez plus tard, peut-être trop tard. C'est inévitable. Faites-vous à cette idée. On ne peut pas éviter les heures fixes. Comment faire autrement? Je pourrais vous dire que je suis déjà en retard sur l'heure du dîner, si je compte tout le chemin que j'ai à faire. Et aussi, j'oublie que ce soir, il y a dans cette maison une réception à laquelle je suis tenue d'être présente. Vous savez que vous ne pourrez faire autrement que d'y arriver en retard, vous le savez. Je ne pourrai pas faire autrement, je sais. Marguerite Duras, l'après-midi de M. Andesmas. En bas de la colline, du côté précis par lequel il devait arriver, il y eut le ronronnement gonflé par les coups d'un monteur d'auto. La femme prit la main du vieillard et la secoua. « Eh, c'est l'auto de Valérie cette fois !» cria-t-elle. Monsieur Andesmas ne broncha pas. « Si vieux que vous soyez, si fou, il faut vous y faire, monsieur Andesmas. Écoutez !» L'auto s'arrête. « Vous me racontez des histoires, dit monsieur Andesmas. » L'auto s'est arrêtée. Il y a un instant de silence. Et puis, un martèlement jumelé de la terre se fait entendre du côté toujours précis, où il devrait se produire si Michel Arc et Valérie Andesmas, ou 2 autres personnes différentes viennent. Il faut que votre amour de Valérie s'habitue à être loin de son bonheur, que notre éloignement à tous les deux soit parfait, incomparable. Vous entendez, monsieur Andesmas? Le sourire ne s'effaçait pas sur le visage de monsieur Andesmas. Il se souvint toujours de ce visage déchiré et paralysé, le sien, par ce sourire qu'il ne pouvait ni justifier ni arrêter. Au martèlement jumelé des pas se mêlèrent des rires sourds et réservés sans raillerie aucune, sans gaieté non plus, mais qui, comme ce sourire de M. Andesmas, ne s'arrêtait pas. La femme les écouta, puis elle se rapprocha de M. Andesmas, dans un élan animal d'épouvante. « Je n'ai pas reconnu ces rires, dit M. Andesmas. Ce seraient d'après moi ceux d'enfants qui vont à l'étang. »« Ils arrivent, dit précipitamment la femme. Ce sont des rires différents de ceux que nous leur connaissons. Ce sont les rires nouveaux. Quand ils sont ensemble, c'est comme ça qu'ils rient. Je le sais bien. Écoutez. C'est comme ils sont lents à venir. Ils avancent à regret. Ah, qu'ils sont lents. Quel ennui, murmura M. Andesmas. 21e siècle, Marco Bruna, poème d'adolescence. De la croix des chemins s'élève une complainte. Un cheval tourne en vain dans le rond de sa ronde. Il cherche une issue clé, sa découverte en vain, tarie sous la décombre épineuse et immonde, en ronces entassées hors la croix des chemins. Sa couleur, soie, s'effilant aux épines, il disparaît sous peu au détour des chemins, dans un soyeux cocon que file une bobine. En cube ciselé, la croix s'est repliée. Le cube tourne encore, il tourne dans le vide. Arrête ce clivant, son corps danse en entier, se détend, s'arrondit en un seul rond rigide. Il tourne un rond qui tourne et se brise aux étoiles. Alors il s'en évade, un petit troupeau soir, dès les mustangs.
Le vent emporte dans ses voiles les minuscules embryons du cheval soir. Un petit remerciement à Témoignages et Patrimoine, Salon de Provence, vidéo documentaire, qui permet de faire des DVD concernant un métier, une passion ou un événement lié notamment au patrimoine de la Provence. Images, témoignages et patrimoine. Un remerciement particulier aussi à Art, Communication, Esprit, vidéo documentaire qui travaille de concert avec témoignages et patrimoine et qui permet la diffusion sur Internet de ces vidéos. Art, Communication, Esprit 13300. Vous retrouverez les vidéos de Marco, Art comme ESP, Art, les 3 premières lettres d'Art, comme les 3 premières lettres de Communication, ESP, les 3 premières lettres d'Esprit, accolées à mon prénom, Marco, puisque je suis Marco Bruna. Marco, Art comme ESP, et vous retrouvez toutes les vidéos sur YouTube. Ainsi, vous trouvez aussi les vidéos sur Dailymotion avec Art comme ESP, 3 premières lettres d'Art, 3 premières lettres de Communication et 3 premières lettres d'Esprit sur Dailymotion. Voilà, et pour terminer, peut-être un petit mémo technique pour ceux qui vont passer leur baccalauréat prochainement. De français, bac blanc. 16e siècle, Ronsard, Rabelais, entre autres. N'oublions pas que Rabelais disait qu'on avait 500 ans de retard par rapport à une éducation idéale. Une tête bien pleine, alors qu'il faudrait une tête bien faite. Rabelais. 17e siècle, D, C, P, M. D, Descartes. C, Corneille. P, Pascal. M, Molière. 18e siècle, Montvol, Diroux. Montesquieu. Vol, Voltaire. Diderot. Rousseau et les encyclopédistes. 19e siècle, Victor Hugo, Daudet, Alfred de Musset, Stendhal, Balzac, Zola. 20e siècle, Michel Tournier. Le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, etc. Malraux, Camus, bien entendu, et bien d'autres encore. Soyez tranquilles dans vos vies littéraires et appréciez à leur juste valeur ce que l'écriture littéraire nous transmet. Merci de votre écoute, bon visionnage, à bientôt. Merci.